Good Morning Business. Le débat. Et effectivement, on est à la veille donc, du scrutin italien qui pourrait voir l'accession au pouvoir de l'extrême droite, en tout cas au sein d'une coalition des droites. Alors est-ce qu'il y a un risque effectivement pour l'euro? Est-ce qu'on peut vivre ce qu'on a vécu avec la Grèce à un moment donné, au moment de la crise de la dette grecque? Est-ce que cette fois-ci, le fait que la coalition dirigée par l'extrême droite puisse peut-être s'affranchir de certaines règles européennes, s'endetter, refuser le libre marché, est-ce que, Nicolas Dose, ça peut induire une crise de l'euro? Bien sûr. On l'a vécu avec un pays qui pesait 2% du PIB de la zone euro. Vous imaginez la troisième économie de la zone euro qui partirait totalement en vrille. C'est sûr que passer de Draghi à Meloni, il y a de quoi qui était la zone euro et qui était un peu la BCE. C'est tout le problème de la BCE. Elle n'est pas la Fed, elle n'est pas la Banque du Japon, elle n'est pas la Banque d'Angleterre, elle est la Banque de la zone euro. Et c'est très compliqué d'avoir un t-shirt à taille unique pour 19 gabarits. Puisque le t-shirt à taille unique, c'est la politique monétaire. Il n'y a pas 19 politiques monétaires. Après, vous savez, on dit toujours que on fait campagne en vers et on gouverne en prose. Voilà, c'est la prose qui suit. Je ne crois pas à un coup d'éclat anti-européen de la part de l'Italie, parce que une sanction de marché, ça vient très 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 vite. Souvenez-vous, 2011, là, il y a eu des affaires politiques avec Berlusconi. Il faut moins d'une semaine pour que le risque de crédit de l'Italie se concrétise, et qu'au terme d'un coup d'État parlementaire, c'était vraiment ça, on écarte Berlusconi du pouvoir et on met à la tête du pays quelqu'un qui a la confiance du reste du monde, qui s'appelle Mario Monti. Et il faut moins d'une semaine pour que le risque de crédit disparaisse et que les taux longs italiens retrouvent un niveau parfaitement acceptable. Donc le risque d'incident de crédit, ça vient très très vite. Donc je ne crois pas à un coup d'éclat anti-européen. Quand des frères d'Italie, vous avez à peu près autant de messages anti-européens ou pro-européens qu'il y a de messages vis-à-vis de leurs amis hongrois. Donc la posture vraiment bras d'honneur à l'Europe, j'y crois pas, parce que dès qu'il y a un bras d'honneur à l'Europe, l'ensemble des systèmes de financement qui permettent à l'Italie d'exister risquerait de s'arrêter. Effectivement, quand vous avez le pays le plus endetté de la zone euro, et l'un des plus endettés, UBS s'attend à ce que la dette dépasse les 150% du PIB. C'est pas dramatique, c'est juste des seuils psychologiques. Vous pouvez pas faire n'importe quoi. Vous avez 370 milliards d'euros de refinancement cette année, 340 milliards d'euros de refinancement l'an prochain. C'est pas que des rodomontades anti-européennes que vous arrivez à financer ça. Donc, après, c'est sûr qu'il y a un risque italien, et le mot à la mode depuis maintenant le printemps, c'est fragmentation. Et l'Italie est évidemment le pays qui attire toutes les attentions avec ce risque de fragmentation. Attention portée quand même, on voit que la droite italienne regarde le marché des taux avec une grande attention quand même. Oui, mais on n'est quand même pas exactement dans la même situation qu'en Grèce. Nous avons déjà eu d'ailleurs tous les deux ce débat. Est-ce que c'est Tsipras ou Draghi qui a sauvé la zone euro? Et je pense que c'est Tsipras qui a sauvé la zone euro. Et je pense que là, la droite et l'extrême droite italienne commencent à mettre de l'eau dans leur vin. Lui, il avait mis de l'eau dans son vin rouge, eux, c'est dans leur vin blanc. Mais je pense qu'effectivement, ils ont conscience que ils ne peuvent pas porter la responsabilité historique de l'explosion de la zone euro. Et ils n'auront même pas la situation qu'avait Tsipras, qui pouvait s'appuyer sur le vote de son peuple au travers d'un référendum en disant je peux faire exploser le truc, et ce n'est pas moi qui aurai la responsabilité historique, ce sera l'ensemble du peuple grec. Nous aurons pris une décision collective. D'ailleurs, l'extrême droite italienne pour l'instant ne revendique pas la sortie de l'euro. Non. Et de même que l'extrême droite française, qui avait fait campagne en 2017 pour la sortie de la zone euro, ne fait plus campagne sur ce thème-là. Ouais. Donc je crois que la zone euro en tant que telle n'est pas vraiment menacée. Ce qui est inquiétant, c'est deux choses. La première, c'est quand même que l'Italie est une économie malade. C'est une économie dont la population diminue. La démographie, les chiffres sont hallucinants. Ce pays qui est un pays qui a exporté sa population. Une femme italienne sur deux entre 18 et 45 ans qui n'a pas d'enfant. Oui, absolument. Et donc on est dans une situation un peu à la japonaise, avec une population qui se contracte, avec une productivité qui stagne. L'Italie, qui est une des 10 premières économies, va être rattrapée cette année par la Corée. C'est-à-dire le PIB de la Corée va égaler celui de l'Italie. Donc on est une économie qui est malade, et donc qui nécessite des réformes. Et je crois que pour l'Europe, la grande inquiétude, c'est les gouvernements techniques annoncent beaucoup de réformes. C'est Mario Monti, c'est Mario Draghi qui disent toujours on va faire plus de concurrence, on va équilibrer les finances publiques, on va redonner à l'Italie une sorte de dimension internationale et de dignité nationale. Et puis, effectivement, ça n'avance pas. Alors, on peut espérer que ce gouvernement un peu bizarre, un peu étrange, je maintiens un peu à la Tsipras, une espèce de réaction assez vigoureuse, et impose à l'Italie ce qu'en France même, on n'arrive même pas à imposer. C'est-à-dire un plan de réforme. Un plan de réforme strict. Le couteau sous la gorge, vous finissez par passer à l'acte, c'est ce qu'a fait Tsipras. Oui, et donc un plan un peu sur
le programme des deux Mario, de Monti et de Draghi, qu'ils ont eu du mal à mettre en œuvre et qui assez vite les conduit à démissionner parce qu'ils n'arrivent pas à trouver une majorité pour faire ça. Il y a comme une banalisation de l'arrivée d'un parti extrême droite au pouvoir en Europe maintenant. Hein. Ouais, enfin une banalisation. Les choses se font en ce moment. Il y a pas mal d'élections qui vont intervenir cette année et en 2023. On voit le mouvement s'installer. Après, quand les choses sont installées et que les choses vont vraiment changer concrètement, c'est là où on peut compter les points. Bon, après, je me fais pas d'illusions. S'il y a une tension italienne, il est évident que le nouveau mécanisme anti-fragmentation de la zone euro sera dégainé tranquillement. Et puis, la BCE utilisera le bilan des obligations publiques dont elle dispose pour finalement en réinvestir plus du côté italien que du côté des autres pays. Et puis, comme le disent pas mal d'économistes, si vraiment on est en stress, on fera du quantitative easing assumé. Et c'est comme ça que ça se finira, quoi qu'il arrive. Oui, non, juste une remarque. Dans les césures que l'on met en avant entre l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, la bière, le vin et tout ça, quand même, la césure maintenant, c'est entre l'Est et l'Ouest. Parce qu'il va y avoir des élections. Le gouvernement slovaque vient de tomber. Il va y avoir des élections. Et c'est probablement la droite qui va gagner. En Lettonie, il va y avoir des élections. Les sondages annoncent une percée à droite avec des mouvements. Et donc, il va falloir que les instances de l'Union européenne se posent la question de la raison pour laquelle les gens gagnent les élections en déclarant qu'ils sont hostiles à Bruxelles. Il y a un problème. C'était un projet qui était un projet constructif, un projet d'espoir. L'Europe, c'est devenu un repoussoir. Donc, il y a une vraie question qui se pose. Merci Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose.